Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit M. Senghane Senghor. Il est le chargé des affaires juridiques et de la protection au niveau de la RADDHO. Bonsoir M. Senghor. Bonsoir Binta. Alors, il y a eu deux réformes constitutionnelles qui sont passées aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'une des réformes porte sur le parrainage optionnel et l'autre l'autre réforme a trait au code de procédure pénale par rapport la CREI qui cède la place quand même au pôle financier. D'abord sur le parrainage, quel est votre avis? Oui, merci Binta de m'avoir invité et je remercie aussi vos téléspectateurs. C'est vrai qu'il est important de réformer le parrainage au Sénégal, mais je pense que si on s'en tient à ce que certains acteurs continuent de dire et ce que nous avons vécu dans un passé récent, il y a eu des améliorations dans le parrainage, mais il y a encore mieux à faire. C'est-à-dire que je pense que le principal problème que le parrainage a posé, c'est au niveau de la procédure d'élimination. Oui. C'est vrai, on a aujourd'hui réglé en amont une partie de la question en rabaissant un peu le taux et en diversifiant les modalités qui permettent de recueillir les parrainages, en introduisant un parrainage citoyen et optionnel. C'est à saluer, mais le gros du problème, c'est au final comment le Conseil constitutionnel va traiter la question du parrainage pour accepter certains dossiers et en rejeter d'autres. Parce qu'il y a la question du doublon qui pose encore toujours problème. Oui, qui va poser encore problème. Il y a la question des doublons, il y a un peu la question de l'ordre de passage. Et je pense... Et ça, on l'avait réglé lors des dernières élections. Un des acteurs d'ailleurs avait donné une bonne solution en demandant qu'au moins chaque électeur puisse parrainer 2 candidats. Ce qui aurait permis aussi de régler une des questions. C'est la question qui amène certains à dire que lorsque on choisit de parrainer quelqu'un, ça veut systématiquement dire que peut-être au moment de voter, on va voter pour la sauf personne. Que ça n'a pas été pris en compte. La question des doublons reste toujours. Voilà, la question, elle demeure. Elle demeure. Ça, c'était une des réformes. L'autre réforme, vous l'avez dit, c'est une réforme qui concerne le code pénal. Le code de procédure pénale précisément. Et le problème... Là, on avait la CREI, mais maintenant, la CREI va céder la place au pôle financier, au parquet financier. Oui, à la place de la CREI, on aura aujourd'hui le parquet financier. Ce qui est en soi aussi une avancée parce que nous avons parcouru la loi et nous avons vu effectivement que d'abord l'exposé des motifs le dit bien et insiste sur la nécessité de spécialiser les magistrats. Prions pour que ce ne soit pas aussi, parce qu'en 1992, quand il fallait mettre en place la Cour de cassation, le Conseil d'État, cette grande réforme constitutionnelle, on avait surtout insisté sur la spécialisation des magistrats qui n'a jusque-là pas vu le jour. Ici, avec le parquet financier, c'est important parce que peut-être le nom, on a voulu faire ce qui se fait ailleurs, comme ça existe en France, avec aussi une réforme qui n'a pas atteint le niveau de la réforme en France, il faut le dire, mais qui amène au moins des avancées, quelques avancées. Oui, parce que avec la nouvelle réforme, il est important aussi de préciser que le délit d'enrichissement illicite n'a pas été supprimé. Maintenant, le renversement de la charge de la preuve qui a été décrié au niveau de la CREI également et dans le parquet financier. En réalité, le renversement de la charte de la preuve n'a jamais été un problème pour les militants de droits de l'homme. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est reconnu par beaucoup de textes. Premièrement, en matière de délit douanier, le renversement de la charte de la preuve est accepté. Dans la convention de Mérida, dont le Sénégal est signataire, à l'article 20, qui parle de l'enrichissement illicite, le renversement de la charge de la preuve est accepté. Et le groupe de travail des Nations Unies aussi ne l'avait pas accepté comme une violation
de la présomption d'innocence parce que le groupe de travail avait pensé qu'il y a certains types de droits qu'il accepte. Mais donc, ce que certains acteurs politiques ne l'ont toujours pas accepté. Demander à quelqu'un de venir prouver l'origine licite de ses biens, quand même, ça a posé problème pour certains acteurs politiques. Oui, mais à le dénoncer. À côté du droit, peut-être parlons simplement du bon sens. Moi, je pense, Binta, que si vous êtes propriétaire de certains biens, si on vous donne un mois pour venir justifier la mise en demeure, voilà, si on vous met en demeure pour un mois pour venir justifier que ces biens m'appartiennent, je crois que ça ne doit pas poser de problème. D'autant plus que la loi allège la procédure en disant que on peut prouver par tout moyen. Sauf si on veut prouver par le simple moyen de la libéralité. Si on veut se limiter à ça, ça ne prospère pas. Mais sinon, on peut prouver par tous les autres moyens. Si on vous donne un mois, même si vous êtes milliardaire, je pense que si vous connaissez vos biens, ça ne doit pas poser de problème. Ceux qui ne peuvent pas prouver, ce sont ceux peut-être qui se sont enrichis de façon illicite. Voilà, donc ceux qui en général ne peuvent pas prouver tombent sous le coup de la loi. Absolument. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, la principale difficulté que posait la CREI, c'était au niveau de l'absence d'appel. Il n'y avait pas de recours au niveau de l'instruction et il n'y avait pas de recours aussi au niveau de la juridiction de condamnation. Ça, c'est vraiment les deux grands problèmes que les militants droits de l'homme ont tout le temps souligné et c'est pris en compte dans la nouvelle loi. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'autre problème, parce que je pense que si nous avons même la même loi que la France, nous n'aurons pas les mêmes résultats que la France. Pour la simple et bonne raison que ce parquet financier-là, qui aura un procureur de la République financier, qui aura les mêmes prérogatives que le procureur de la République actuel, il a comme patron le procureur général qui se trouve à la Cour d'appel. Et tous ont comme patron le ministre de la Justice. Donc, nous resterons dans le même système où les instructions viendront de l'exécutif et permettront tout le temps... À quoi ça sert donc de réformer alors? Si ça va être une autre structure de plus, à quoi ça sert de réformer? Oui, c'est toutes les limites de la réforme. Parce que le président de la République aurait dû aller jusqu'au bout. C'est-à-dire? Aller jusqu'au bout, c'est instituer ce que demandent les assises nationales. Parce que ce que demandent les assises nationales, c'est qu'il n'y ait plus cette possibilité pour l'exécutif de retenir ou de manipuler un procureur. De laisser les procureurs poursuivre librement sans pouvoir entraver ce qu'ils sont en train de faire. C'est en réalité ces types de réformes-là que nous attendons. Et c'est l'absence de réformes de ce genre-là qui plombe la justice. C'est tout ce que nos gouvernants avaient à régler. Malheureusement, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la logique et nous resterons encore dans un système où la possibilité de mettre le coude sur certains dossiers va demeurer et avec tout le tollé que cela suscite. Alors, au moment où le parquet financier va avoir le jour, le pôle financier, on est aujourd'hui dans une autre polémique liée à l'affaire des détournements présumés au niveau des 1000 milliards qui étaient prévus pour les fonds Covid-19. On a vu le rapport de la Cour des comptes a quand même soulevé beaucoup d'impairs. Le procureur de la République s'est saisi de cette affaire et a demandé à la division des investigations criminelles de mener l'enquête. La DIC a terminé. Il paraît que ça pèse presque 400 kilos selon nos confrères de l'Observateur. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que pour cette fois-ci, la lumière sera faite quand même sur ces cas de détournement présumés de nos deniers? Sur l'affaire des fonds Covid de Binta, moi j'ai toujours dit que moi je n'attends rien de ce régime sur l'affaire des fonds Covid. Et j'avais dit à l'époque que pour moi, c'est peut-être le pouvoir qui viendra après 2024 qui pourra régler la question. Pour la simple et bonne raison que moi je ne sens pas la bonne volonté de l'exécutif. Et qu'est-ce que la Cour des comptes avait demandé? Sur beaucoup de dossiers, la Cour des comptes avait demandé l'ouverture d'une information judiciaire.
Et on a ramené le dossier au niveau du procureur, qu'il a encore ramené au niveau de la DIC pour reprendre les enquêtes. Pour un travail que la Cour a déjà fait. La Cour a des magistrats professionnels qui sont formés dans ce type d'enquête, qui sont peut-être même plus professionnels que les agents de la DIC et autres. C'est ce retournement-là que moi je n'ai jamais compris. Et je pense que ça n'atteste pas d'une bonne volonté de clarifier les choses. Mais tout compte fait, l'avenir nous jugera et je souhaite bien avoir des surprises. Que le dossier soit mené à terme. Est-ce que vous pensez que ça va être mené à terme justement? Non, je ne le pense justement pas. Avec tout le temps que ça a pris quand même. C'est pourquoi je dis que pour moi, c'est peut-être le prochain pouvoir qui viendra en 2024 qui va régler la question. C'est vraiment ma conviction. Et je le fonde sur tout ce qui s'est passé ici sous le régime du président Macky Sall. Il a fait des efforts, des résultats dans certains domaines, mais vraiment sur le domaine de l'impunité et autres, il n'a pas fait grand-chose. Il avait quand même dit, par rapport à la bonne gouvernance, la gouvernance financière, la CREI c'est pour les autres, l'OFNAC c'est pour nous, mais à ce jour on n'a encore rien vu, alors que l'ancienne présidente de l'OFNAC l'a quand même dit, il a eu à déposer plus d'une vingtaine de dossiers sur la table du procureur de la République, qui est aujourd'hui également ce même procureur et le président de l'OFNAC. Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. C'est tout le problème qu'il y a avec c'est la façon de mettre en œuvre certains textes. D'abord, parlons de l'OFNAC. L'OFNAC, on ne sent pas l'efficacité. Et je pense que même les acteurs de l'OFNAC l'acceptent. Parce qu'ils ont essayé de demander à l'État de modifier la loi, de façon à permettre à l'OFNAC de pouvoir directement saisir un juge d'instruction. Parce qu'avec l'OFNAC aussi, qu'est-ce qui se passe? Les dossiers passent par le procureur qui attend des instructions, parce que je ne peux pas dire que le procureur a reçu dans ce cadre des instructions contraires, mais ce qu'on peut noter, et tout le monde l'a vu, c'est que le procureur est dans une inertie, ne fait rien, et les dossiers sont classés. Madame Saïnabou Ndiaye Diakhaté, vous l'avez dit, presque vers la sortie, vers la fin de son mandat, l'a décrié, avec justement l'actuel président de l'OFNAC qui l'a remplacé, qui était le procureur de la République de Dakar, en lui disant, je vous ai transmis 19 dossiers, qu'est-ce que vous en avez fait? Ils sont en train de dormir sur la table du procureur. Et lui-même, qui a remplacé Mme Saïnabou Ndiaye Diakhaté, on ne sait pas ce qu'il fait. De toute façon, on ne l'entend pas. Et ça, c'est un problème. Parce que je pense que si nos institutions doivent être efficaces, ce n'est pas dans la prolifération, en multipliant les juridictions, les institutions que nous aurons des résultats. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut mettre en place ces institutions-là et les laisser travailler en toute liberté, en ne les retenant pas. Et le président Macky Sall gagnerait aussi à le faire. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que dans l'histoire, beaucoup de grands présidents ont mené de grandes réformes dans leur dernier mandat. Parce que là, au moins, il sait qu'il sort. Il pouvait mettre en place de grandes réformes qui vont faire avancer la justice. Parce que tous les problèmes que nous connaissons au Sénégal peuvent être rattachés à ce dysfonctionnement de la justice, peuvent être rattachés à cette mainmise que l'exécutif a sur le pouvoir judiciaire, qui consume un peu notre démocratie. Et c'est ça ce qui explique les violations des droits de l'homme, qui explique les interdictions, mais qui explique même les nombreuses arrestations, où on sait que c'est la main de l'exécutif. On a des cas aujourd'hui, beaucoup de militants de l'opposition, des militants de la société civile, qui sont soit en prison ou qui sont menacés d'aller en prison. Parce que simplement, ils ont émis des opinions qui sont contraires aux opinions des gouvernements. Alors qu'il y a d'autres qui sont avec Macky Sall, qui ont été accusés de détournement de deniers publics et qui n'ont pas été inquiétés. Il y a une sélectivité dans les interpellations. Ou qui font même carrément des déclarations qui normalement devaient amener le procureur à les convoquer. Mais ils ne sont jamais convoqués, on ne les écoute pas. Et ça, ce n'est pas normal. Ça ne mène pas à une société équitable et ça ne renforce pas aussi la démocratie. Absolument. Alors, pour le troisième mandat, il y a de cela quelques mois une organisation qui a été mise en place, Diamaguène troisième mandat. La RADDHO en faisait partie. Aujourd'hui, le président a surpris son monde en disant qu'il ne se représentera plus.
quelle a été la réaction de la RADDHO d'ailleurs? On a entendu quand même Alioune Tine, un ancien de la RADDHO, en parler. Et maintenant, vous, est-ce que vous vous y attendiez déjà? Oui, d'abord il faut dire que Diamaguène troisième mandat a fini par se joindre à d'autres forces pour créer ce qu'on appelle F24. Oui. C'est pourquoi après on nous a entendus de moins en moins dans le cadre de Diamaguène troisième mandat. Maintenant, pour en venir à la déclaration du président de la République, c'est une déclaration salutaire. Et le F24 l'a aussi salué dans une de ses déclarations. Même si nous pensons qu'il l'a fait un peu tard, si nous pensons qu'il l'a fait après plusieurs dégâts, parce que d'abord il y a eu des morts d'hommes qui peuvent être attachés à la question, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu énormément d'arrestations et beaucoup de militants qui sont encore en prison, qui aujourd'hui même ne devaient pas dormir en prison parce que ils sont là-bas pour des délits d'opinion. Souvent, certains même n'ont pas commis de délit. Ils ont juste donné leur avis sur des questions et ils sont mis en prison aujourd'hui, envoyés en instruction, ce qui peut les garder en prison pendant longtemps. Donc, c'est bien ce que le président a fait. Il a désamorcé la bombe et ça a permis, ça nous a soulagé, ça a soulagé beaucoup. Mais ça, c'est le premier pas. Il n'a fait que déclarer que je ne serai pas candidat. Maintenant, quel acte doit suivre? On attend de voir, parce que s'il dit qu'il ne sera pas candidat, nous attendons aussi de lui une élection libre, démocratique, mais aussi inclusive, où tous ceux qui doivent participer et concourir, et les électeurs. Mais justement, c'est à 6 mois de la présidentielle, on ne sait pas encore qui va participer et qui ne va pas participer. On s'attendait aujourd'hui quand même à ce que les articles L28 et L29 du Code électoral soient réformés. Finalement, ces articles ne sont pas passés. Ce projet de loi n'est pas passé à l'Assemblée nationale. On est en train de se poser la question si la question des deux cas va être finalement résorbée. Oui, la question des deux cas est une question qui découle aussi du mauvais fonctionnement de la justice. Parce que revenons un peu à la case de départ. Pourquoi on est aujourd'hui face à un problème Khalifa Sall et à un problème Karim Wade? Parce que simplement, quelque part, le président de la République a voulu utiliser les lois pour mettre certains de ses concurrents dehors. Et aujourd'hui, il veut les remettre dans le jeu. Ça crée des problèmes. Et de la même manière qu'il essaye de les remettre dans le jeu, on est en train d'utiliser les lois pour sortir un autre. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas de la démocratie. En démocratie, c'est les électeurs qui arbitrent. C'est aux électeurs de dire qui doit être président et qui ne doit pas l'être. Et permettez-moi aussi, Binta, de revenir sur la question parce que je n'avais pas fini les développements. Le président de la République doit aujourd'hui aussi poser des actes forts. Et l'un des actes forts pour nous qu'il doit poser, c'est de libérer les détenus politiques. Parce que nous ne défendons pas ceux qui ont brûlé, ceux qui ont cassé des maisons d'autrui. Ces gens-là doivent être normalement, doivent passer devant les juridictions et être jugés. Sauf qu'on a entendu le président dire qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal. Oui, il n'y a pas de détenus politiques, mais ceux qui, pour avoir écrit un article, pour avoir envoyé un audio, pour avoir exprimé un avis quelque part, sont convoqués à la police, à la gendarmerie, puis envoyés en prison. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est des détenus politiques. Ça, c'est peut-être, et on le comprend. Moi, je ne verrai pas le président de la République accepter que c'est des détenus politiques. Mais tout le monde sait que c'est des détenus politiques. Et il doit desserrer l'étau. Ce qu'on attend aujourd'hui de lui, c'est qu'il desserre l'étau, qu'il ramène la paix dans ce pays-là et qu'on avance tranquillement vers une élection présidentielle où il n'y aura pas de contestation à la fin. Ça, vraiment, c'est ce que nous attendons du président de la République. Et pour ça, nous lui lançons un appel. Il y a quelque chose à faire et c'est urgent. Alors, dans cette urgence également, on a senti un peu Ousmane Sonko qui semble tendre la main au président de la République. On a quand même senti un peu qu'il a mis un peu de l'eau dans son bissap, comme on dit. Mais on a comme l'impression que le président ne veut pas lui ouvrir ses portes. On a entendu quand même quelqu'un le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette affaire doit mériter un autre dialogue pour que Sonko puisse participer aux élections? Enfin, je sais que parler d'un autre dialogue, ça peut frustrer ceux qui ont participé au premier dialogue. Et lui avait quand même refusé de participer. Voilà.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans une démocratie, les acteurs doivent dialoguer. Ne serait-ce que sur ce plan, le président de la République doit dialoguer avec Ousmane Sonko, doit dialoguer avec les autres. Et dialoguer aussi dans le cadre des lois. Mais des lois aussi qui sont équitables, des lois qui n'excluent personne. Sur ce plan, nous sommes d'accord, nous le disons tout le temps, les gens doivent dialoguer pour le bien de ce pays-là. Et ça, je pense que le moment n'est pas plus favorable pour le président de la République que maintenant, où il dit qu'il n'est plus candidat et que tout le monde l'adule parce qu'il est applaudi de partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il doit aussi, dans ce cas-là, essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Mais je ne désespère pas parce que nous savons aussi qu'il y a de bonnes volontés qui essayent un peu de rapprocher les positions et de faire de telle sorte que les deux camps puissent s'asseoir, puissent discuter et arrondir les angles sur certains points. Je pense que le Sénégal en a besoin et l'Afrique même en a besoin. Est-ce que vous pensez que Sonko devrait impérativement participer pour cette fois-ci, comme il a eu quand même des déboires judiciaires. Il a eu à être condamné 2 fois de suite. Oui, que Sonko doit participer, moi je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas encore condamné définitivement. Dans l'affaire Adji Sarr, il est condamné par... Il a interjeté appel. Par contumace. Dans l'affaire Mame Mbaye Niang, il a interjeté appel. Il a plutôt saisi la Cour suprême. C'est ça l'appel? C'est la cassation? Oui, la cassation c'est différent de l'appel. Parce que l'appel c'est au niveau de la Cour d'appel et le 3e niveau c'est la Cour suprême. Cassation. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai appris qu'il a saisi la Cour suprême. Dans l'affaire Adji Sarr, il a été condamné par contumace. La contumace, on le sait. S'il se constitue prisonnier, la condamnation tombe. S'il est arrêté, la condamnation tombe. Nous sommes dans le statu quo et nous attendons. Maintenant, s'il sera candidat ou il ne sera pas candidat, c'est la juridiction qui le dira. Mais que ces droits soient respectés comme les droits de tous les autres acteurs. Nous, c'est ce que, parce que nous restons dans les principes. Nous ne sommes ni pour Massamba, ni pour Mademba, mais les principes quand même doivent être sauvegardés. Et Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais. Tous ces droits doivent être respectés. Maintenant, s'il sera candidat ou pas, c'est le Conseil constitutionnel qui le dira. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus cette pression-là sur le Conseil constitutionnel, parce qu'avec la candidature du président, nous avions beaucoup de doutes et de réserves. Mais maintenant, je pense que le Conseil pourra se prononcer sur la question de Ousmane Sonko et sur les autres questions. Absolument. Merci beaucoup, M. Senghane Senghor. Vous êtes le chargé des affaires juridiques et de la protection au niveau de la RADDHO. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir suivi. Bien, merci, bonsoir. Binta. C'est moi. Tamxarit